Aujourd'hui, avec le plaisantin, on parle de la marque BMW. La BM, oh la BM, ça voulait dire, c'est quand même mieux. Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire l'historique de la marque BMW. Ils sont partis dans les couloirs du temps. Alors je préfère le dire tout de suite, je ne pourrais pas être exhaustif, sinon l'épisode ferait 3 jours. Et par avance, je vous présente toutes mes excuses pour la prononciation de l'allemand. Alors, cette histoire commence en 1911 avec un certain Gustav Otto. Gustav Otto crée son entreprise de fabrique d'avions qui s'appelle la Flugmaschinenfabriken, qui veut dire l'usine de fabrique d'avions. Ce Gustav Otto, il ne sort pas de nulle part, c'est le fils de Nicolas Otto. Alors Nicolas Otto, il a travaillé dans les années 1880 avec un certain Gottlieb Daimler à l'amélioration du moteur thermique pour créer en gros le moteur à essence qu'on connaît actuellement. Bon. Et donc vous voyez cette image, on y voit Gustav Otto, elle a été prise en 1909 et on voit qu'il est déjà à côté d'un moteur 6 cylindres en ligne, moteur qui fera la renommée de BMW. En parallèle, en 1912, il y a un monsieur qui s'appelle Karl Rapp qui crée la Rapp Motorwerk, littéralement la fabrique de moteurs de monsieur Rapp. Alors, Karl Rapp, il a aussi travaillé chez Daimler-Benz quelques années avant. Alors, l'usine de Karl Rapp marche plutôt bien, ses moteurs se vendent bien, et très vite, il va embaucher quelqu'un qui s'appelle Franz Joseph Popp. Alors, Franz Joseph Popp, il a aussi travaillé chez Daimler quelques années avant. C'est aussi un ingénieur qui a travaillé dans le ferroviaire et dans l'électricité. Bon. Et donc ce Franz Joseph Popp va beaucoup insister pour que Rapp Motorwerk embauche aussi quelqu'un qui s'appelle Max Fritz. Alors, Max Fritz, il est tout jeune à l'époque, mais c'est déjà un motoriste de génie qui va beaucoup améliorer le 600 lignes. Alors, en 1916, les activités de Karl Rapp et de Gustav Otto vont fusionner. Les avions d'une part, les moteurs d'autre part. Donc toujours en 1916, suite à la fusion des entreprises de Karl Rapp et de Gustav Otto, l'ensemble prendra le nom de la Bayerische Flugzeugwerk, BFW. Autrement dit, la fabrique d'avions bavaroise. Malheureusement, la même année, en 1916, Gustav Otto a des problèmes de santé et des problèmes financiers parce qu'en fait, ces avions ne se vendent pas très bien. On va un peu le forcer à démissionner. Alors ce pauvre Gustav Otto, 10 ans plus tard, en 1926, il se suicidera. En 1917, Karl Rapp a lui aussi des problèmes de santé et donc il va démissionner pour faire autre chose. Au revoir. Bon. C'est donc Franz Joseph Popp qui prendra la suite, qui deviendra directeur de la BFW. Il sera directeur en fait de BMW jusqu'en 1942 et c'est aussi en 1917 que la BFW devient la BMW pour Bayerische Motorenwerk, littéralement, la fabrique de moteurs bavaroise. Et c'est toujours en 1917 que le logo qu'on connaît actuellement est défini dans ses grandes lignes. Alors ce logo, parlons-en. Le logo de BMW, on retrouve le cerclage noir qui avait déjà sur le logo de Rapp Motor, mais on a enlevé le cheval au milieu pour mettre un damier bleu et blanc. Alors ce damier bleu et blanc correspond en fait au damier du drapeau de la Bavière. Comme à l'époque il y avait une loi qui interdisait de copier les drapeaux nationaux, on a permuté le bleu et le blanc sur le logo de BMW. Alors la légende qui veut que ce soit une hélice d'avion en mouvement sur un fond de ciel bleu, elle est totalement fortuite. À la base, le logo n'était pas du tout défini comme ça. Et quand chez BMW, ils se sont rendus compte que cette légende se répandait, ils ont totalement laissé faire, parce que ça leur faisait en fait une super pub. Pendant la Première Guerre mondiale, évidemment, BMW va fournir des moteurs d'avion. Au cours de mes recherches, j'ai souvent lu que l'avion du Baron Rouge était équipé d'un moteur BMW. Cette information m'a intrigué et j'ai voulu en savoir plus. Je me suis donc renseigné sur Manfred von Richthofen. Et en 1916, jusqu'en fait en octobre 1917, l'unité de combat de Manfred von Richthofen aura des avions Albatros, D2, D3 puis D5. Ces avions sont équipés de moteurs 600 lignes 180 chevaux, d'abord Astro Daimler puis ensuite Mercedes.
À partir d'octobre 1917, l'unité de combat de Manfred von Richthofen recevra les Fokker DR-1. C'est en fait l'avion du Baron Rouge le plus célèbre, c'est ce triplan rouge. Et Manfred von Richthofen l'aura jusqu'à sa mort le 21 avril 1918, où il sera en fait abattu aux commandes de cet avion. Ce Fokker DR-1 a un moteur radial 9 cylindres qui a été produit par plusieurs entreprises, Mercedes, Siemens, mais surtout et principalement par Oberrussel, une entreprise allemande qui faisait en fait une copie d'un moteur français, le Rhône 9J. Donc en fait, l'avion du Baron Rouge n'avait pas de moteur BMW. J'ai posé la question au chat qui pète pour en avoir le cœur net, et le chat qui pète me dit exactement la même chose. L'avion du Baron Rouge avait-il un moteur BMW? Le Fokker DR-1, l'avion utilisé par le Baron Rouge, Manfred von Richthofen, était équipé d'un moteur rotatif Oberrussel Ur-210CH, qui était une copie sous licence du moteur rotatif Gnome 9B200CH. Il n'avait pas de moteur BMW. Néanmoins, la confusion est possible, parce qu'à partir d'avril 1918, l'unité de combat de Manfred von Richthofen recevra les Fokker D7, qui eux sont équipés de moteurs BMW 600 lignes de 180 chevaux, préparés par Max Friz. Ces moteurs sont faits exprès pour atteindre de hautes altitudes. La quantité de carburant est ajustée en fonction de la concentration d'oxygène qui diminue au fur et à mesure de l'altitude. Néanmoins, ces avions arriveront dans l'unité de combat le mois où Manfred von Richthofen trouvera la mort. Ce qui veut dire qu'il a peut-être piloté cet avion, mais de façon anecdotique. Max Friz va grandement travailler à l'amélioration du 600 lignes. Il va notamment proposer des carburateurs avec des clapets papillons. Il va faire un refroidissement à eau. De l'eau? Comme dans les toilettes? Il va proposer aussi des culasses avec arbre à cam en tête. Si bien qu'en 1919, c'est un avion avec un moteur BMW qui bat les records d'altitude. Il faut savoir qu'un avion à cette époque-là, ça atteint en gros 3000 mètres d'altitude, ce qui est déjà honorable. Là, l'avion avec le moteur BMW retravaillé par Max Friz va atteindre 9760 mètres d'altitude. Avec BMW, vous êtes satellisé. On est près de 1000 mètres au-dessus de l'Everest. Il faut se dire qu'à cette altitude-là, l'air est vraiment pas dense, donc l'avion a du mal à planer. Il faut se dire aussi qu'à cette altitude-là, il y a beaucoup moins d'oxygène dans l'air, ce qui veut dire que le pilote souffre parce qu'il manque d'oxygène et que le moteur souffre parce qu'il n'arrive pas à avoir l'oxygène dont il a besoin pour fonctionner. En 1919, BMW fonctionne bien. Il y a déjà 3500 employés dans cette jeune entreprise. Alors, vous êtes tous au courant, l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Et donc en 1919, la France et l'Allemagne signent le traité de Versailles qui interdit à l'Allemagne toute activité dans l'armement et toute activité dans l'aviation. C'est la mer Noire. Alors en 1920, BMW sera intégré à une société qui s'appelle Knorr-Bremse. Le nom BMW est perdu. Alors Knorr-Bremse, eux, ils font des freins pour les camions et des freins pour les trains. En 1922 va renaître le nom BMW, puisque ce nom BMW sera inscrit une deuxième fois au registre du commerce de la Bavière. Et ça se fera grâce à un homme, Camillo Castiglioni, qui, en fait, à la fin de la Première Guerre mondiale, est juste l'homme le plus riche d'Europe. Donc lui, il va mettre beaucoup d'argent pour sortir l'activité moteur de camion de Knorr-Bremse et pour la renommer BMW. Dans les années 20, apparaîtra aussi un autre personnage important chez BMW, Günther Gantt. Alors, la famille Gantt, je vais devoir en parler tout au long de l'histoire de BMW. Günther Gantt, lui, il a fait fortune pendant la Première Guerre mondiale en vendant des uniformes à l'armée allemande, puisqu'il vient en fait d'une famille qui s'est enrichie au XIXe siècle dans l'industrie du textile. Günther Gantt, dans les années 20, il achète un tas de trucs, il investit partout. Il va notamment acheter des usines d'accumulateurs et de batteries qui s'appellent AFA, qui plus tard deviendra Varta. Il va investir dans des mines de potasse, il va investir dans la chimie, il va investir dans l'armement. Oui, dans les années 20, l'armement, oui, le traité de Versailles, was ist das? Il va investir dans les métaux légers comme l'aluminium et au passage, il va devenir actionnaire majoritaire de BMW. Alors, revenons à ce qui nous intéresse vraiment, les véhicules. Alors, en 1920,
Max Fritz, qui est ce motoriste de génie, continue à travailler dans son coin. Alors, il ne peut plus faire des moteurs d'avion, mais lui, il y a un autre truc qu'il aime bien, c'est la moto. Donc en 1920, il commence à faire des prototypes de motos, ce qui fait qu'en 1923, sort la première moto BMW, la R32. Alors cette R32, elle a un moteur d'environ 500 cm3, ce sont 2 cylindres à plat ouverts à 180 degrés. C'est un moteur boxer. On appelle aussi ce moteur le flat twin, le fameux flat twin de chez BMW. La puissance est transmise aux roues arrière via un axe et des cardans. Et ça, c'est aussi assez particulier parce qu'en général, c'est plutôt une chaîne. Et ces caractéristiques, le flat twin et la transmission par cardan, ce sont des choses qui font vraiment l'ADN des motos BMW puisque c'est des solutions techniques qu'on retrouve encore actuellement chez BMW. Alors cette R32, elle fait 8,5 chevaux, elle permet d'aller environ à 80 km/h, et elle va plutôt bien marcher, plutôt bien se vendre. Et il y aura plusieurs déclinaisons qui vont être faites pour la compétition, notamment la version R37 qui est montée à 16 chevaux, qui elle peut atteindre 115 km/h. Alors c'est simple, dans les années 20, BMW va dominer, va pulvériser toutes les courses de moto d'Allemagne. Et ils vont même aller un peu plus loin, hein. Au début des années 30, ils vont éclater tous les records de vitesse faits à moto pour atteindre en 1935 la vitesse de 254 km/h. C'est énorme! Il faut se rendre compte ce que c'est que 254 km/h sur les motos de l'époque. C'est énorme! Bon alors les motos c'est bien, mais ce qui nous intéresse dans cette chaîne, c'est les bagnoles. Et donc en 1924, l'interdiction de faire des moteurs d'avion qui a été imposée par les Alliés est levée. Et donc Franz Joseph Popp, qui est toujours directeur, il fait du lobbying auprès de Pratt & Whitney et obtiendra l'autorisation sous licence de faire des moteurs d'avion radial 9 cylindres, des copies en fait des Pratt & Whitney américains. Alors pour ce qui est des voitures, en 1925, BMW commence à essayer de faire ses prototypes de voitures. Ils partent des moteurs de la moto R32, ça marche pas très bien et très vite ils vont lâcher l'affaire. En 1929, BMW va acheter une entreprise allemande qui s'appelle Dixi. Alors Dixi, ils ont déjà obtenu la licence auprès d'Austin pour faire une petite voiture qui s'appelle l'Austin 7. Du coup, en 1929, BMW va pouvoir sortir sa première voiture, la 315, qui est en fait à peu de choses près une Austin 7. La BMW 315 sera un vrai succès, elle se vendra à 28 000 exemplaires entre 1929 et 1932. Alors il faut remettre ces chiffres dans le contexte de l'époque, 28 000 exemplaires, c'est vraiment très bien quand on pense qu'en 1929, il y a le krach boursier et qu'en fait, la plupart des Allemands ne peuvent pas s'acheter une voiture. Même de façon générale, en Europe, la voiture reste un produit assez élitiste. Alors techniquement, cette 315, 3 pour 3 vitesses, 15 pour 15 chevaux, elle a un moteur de 750 cm3 et peut atteindre une vitesse de 80 km/h. C'est une propulsion. En 1932 sortira la première voiture 100% BMW. La 320, 3 pour 4 vitesses, 20 pour 20 chevaux. C'est une voiture qui a un moteur de 750 cm3, 4 cylindres en ligne. Elle se vendra à 7200 exemplaires, ce qui est de bons chiffres pour l'époque. De 1933 à 1934, BMW produira une voiture qui s'appelle la 303. Là, on attaque vraiment les choses sérieuses. Cette voiture va avoir la double calandre. Elle va aussi avoir un 6 cylindres en ligne 1,3 litre qui présente une puissance de 30 chevaux. Cette voiture peut aller à 90 km/h. Elle sera vendue à 2300 exemplaires. Il suivra ensuite différents modèles, notamment la 309, qui est en fait une 303 avec un plus petit moteur, un 4 cylindres en ligne. Cette 309 se vendra à 6000 exemplaires jusqu'en 1936. Il y aura aussi entre 1934 et 1937 la fameuse 315 et sa version Roadster, la 315-1, qui, je trouve, a des lignes magnifiques, notamment l'arrière. Cette 315 a un 6 cylindres en ligne 1,5 litre qui permet d'atteindre des vitesses de 100 km/h. De 35 à 37, il y aura aussi la 319 qui est un cabriolet qui se vendra très bien, 6600 exemplaires, qui a aussi un 6 cylindres en ligne 1,9 litre et qui pourra atteindre des vitesses de 130 km/h. Dans les années 30, le best-seller de BMW, c'est la 326. C'est la première berline 4 portes. Elle se vendra à plus de 16 000 exemplaires. C'est l'or. Il est l'or. C'est une voiture qui est animée d'un 6 en ligne 2 litres et qui peut atteindre des vitesses de 115 km/h. De 1936 à 1940, BMW produira la 328.
Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires, il y a environ 460 exemplaires de produits de cette voiture. Mais c'est une voiture qui était plutôt faite pour la course. D'ailleurs, elle marquera son époque et elle a un design vraiment très joli. C'est une propulsion 4 vitesses manuelle et son moteur, c'est un 600 lignes de 1,9 litre de 80 chevaux. De 1939 à 1941, BMW va vouloir produire une voiture de prestige pour concurrencer les Mercedes et les Audi. Elle produira la 335, qui est en fait une 326 avec un châssis rallongé afin de mettre un plus gros moteur. Le moteur sera un 6 cylindres en ligne de 3,5 litres et la voiture pourra atteindre des vitesses de 145 km/h, ce qui est vraiment beaucoup pour l'époque. Néanmoins, cette voiture sera vendue 2 fois plus cher que la 326. Il n'y aura qu'environ 400 exemplaires de produits, ce qui en fait une voiture très recherchée des collectionneurs. Par la suite, BMW arrêtera de faire des voitures, puisqu'ils ont largement de quoi s'occuper avec les commandes de l'armée, notamment les motos et les moteurs d'avion. Vous êtes au courant qu'en 1933, en Allemagne, c'est le petit moustachu vénère qui a pris le pouvoir. Et lui, comme il a dit, moi je veux réarmer l'Allemagne et refaire de l'industrie, évidemment, tous les industriels, ils étaient plutôt pour. Et Günther Kant, il ne fait pas exception, hein, il est assez proche du parti en place à l'époque. Revenons un peu sur l'histoire de Günther Kant, tiens. Donc lui, il a eu 2 fils d'un premier mariage. Hein, dans les années 20, il est veuf puisque sa femme, malheureusement, est décédée en 1918 de la grippe espagnole. Mais dans les années 20, il a donc 2 fils, Helmut et Herbert. Bon, le pauvre Helmut mourra assez jeune d'une appendicite qui a mal tourné. Mais il reste donc Herbert. Et en 21, Günther, il va se marier avec une femme qui est 20 ans plus jeune que lui, qui s'appelle Magda Brandt. Ils vont avoir un autre fils qui s'appelle Harald. Et donc, au début des années 30, Günther, il a 2 fils, Herbert et Harald, qui sont en fait demi-frères. Sauf que Günther et Magda, ça va pas très bien. En 1929, ils vont divorcer. Et Magda, en 1931, va se marier avec un certain Joseph Goebbels. Du coup, Günther Kant, comme il a eu un fils avec Magda, il va quand même garder contact avec elle. Et donc il va se rapprocher de M. Goebbels et du parti en place à l'époque. Alors là, je vais être obligé d'aborder la partie la plus sombre de l'histoire de BMW et de façon générale des entreprises de Günther Kant. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Günther Kant aura recours aux travailleurs forcés. Il y aura jusqu'à 50 000 personnes qui vont travailler dans ces différentes industries, notamment beaucoup dans les usines d'accumulateurs et de batteries AFA, les usines qui ont fourni des batteries pour les U-boats, pour les V1, pour les V2, pour du matériel militaire en général. Mais aussi, parmi ces 50 000 travailleurs forcés, il y en a beaucoup qui travailleront chez BMW. Alors clairement, il n'y avait aucune considération pour ces travailleurs, c'était du consommable, hein, puisqu'on estime qu'il y avait de l'ordre de 80 morts par mois dans les usines détenues par Günther Kant. Chez BMW, le directeur de 1917 à 1942, c'est Franz Joseph Popp. Et lui, Franz Joseph Popp, il a un souci avec le régime en place, déjà moralement, il n'accepte pas les exactions qui sont faites, et aussi d'un point de vue de la gestion de BMW. Puisque le pouvoir demande à BMW d'un seul coup de réorienter sa production vers l'armement et les moteurs d'avion, Franz Joseph Popp, il a un problème là-dessus parce que, évidemment, c'est un peu dangereux de mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc, comme Günther Kant, lui, il s'accommode bien de ce régime, il y aura un clash, et Franz Joseph Popp sera en fait placardisé en 1942, et en 1945, il fait juste plus du tout partie de la société. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? C'est Pierre. Au revoir, président. En 1945, Günther Kant et Franz Joseph Popp seront arrêtés par les Alliés. Alors, Franz Joseph Popp sera très vite disculpé. Günther Kant le sera aussi, faute d'éléments. On sait que maintenant, avec les archives qui ont été retrouvées, ils ne s'en seraient pas tirés à si bon compte. Les 2 hommes vont tous les 2 décéder en 1954. De 1937 à 1940, BMW produira la moto R12. Il y a une version civile, il y a une version militaire. Cette moto
un flat twin de 750 cm3 qui développe 22 chevaux et qui lui permet d'atteindre 110 km/h. Elle sera produite en grand nombre, 36 000 exemplaires. C'est la première moto produite en série par BMW qui a une fourche avant télescopique hydraulique. En 1938, BMW vend sa 100 millième moto depuis la création de la marque BMW. De 38 à 41, BMW va produire une autre moto, aussi bien civile que militaire, la R71. Elle se vendra moins, elle se vendra qu'à 3400 exemplaires. Cette R71 a aussi un moteur flat twin 750 cm3, 4 temps, qui lui permet d'atteindre des vitesses de 125 km/h. Les soviétiques, pendant la guerre, ont acheté des R71 qu'ils ont copiés. La copie soviétique de la R71 sera en fait la M72, produite par IMZ, aussi connue sous le nom de Ural. À la suite, les soviétiques vont vendre l'outillage aux Chinois dans les années 50 et les Chinois vont pouvoir copier la copie soviétique. Et en 57, ça donnera la moto Changjiang 750. La moto 100% militaire demandée par l'armée à BMW sera produite de 41 à 44. Il s'agit de la R75. Elle est souvent montée en sidecar. Cette moto sera produite à 20 000 exemplaires. L'armée avait lancé un appel d'offres qui a été remporté par BMW mais aussi par Zundap. Les soldats ont remonté quand même qu'ils préféraient les Zundap et ils ont fait pression auprès des hautes instances de l'armée, ce qui fait qu'un compromis a été trouvé en 1942. 70% des pièces de rechange devaient être communes entre la moto BMW et la Zundap. Cette R75 a un flat twin de 750 cm3, peut atteindre des vitesses de 95 km/h. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un différentiel et un boîtier de démultiplication qui permet d'adapter les rapports en fonction qu'on roule sur la route ou sur la terre. Ce qui fait qu'en fait, cette moto pourra passer à peu près partout. L'armée américaine aussi verra cette BMW R75 et notamment ce fameux système de transmission par cardan et arbre, si cher à BMW. Et face à la fiabilité de ce système, l'armée américaine demandera à Harley-Davidson et aussi à Indian de faire une moto basée sur ces solutions techniques. Alors, il y aura 1000 exemplaires de produits pour faire des tests, mais ça n'ira pas plus loin. L'autre grande activité de BMW pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est la production de moteurs d'avion. Alors en 1928, ils ont pu commencer à faire sous licence les moteurs Pratt & Whitney radial 9 cylindres. Fort de cette expérience, ils vont faire encore des moteurs radial 9 cylindres qui vont aller de 700 à 1700 chevaux. Ces moteurs vont équiper notamment l'avion de transport de troupes Junkers 52 et l'avion de chasse Focke-Wulf 190. En 1943, ils vont pousser ce concept de moteur radial encore plus loin et sortir un moteur 28 cylindres de 3900 chevaux. Ça ne laisse pas indifférent. En 1943, BMW travaille au développement d'un moteur à réaction, le 003. Ce moteur à réaction sera utilisé dans le tout premier avion de chasse à réaction de l'histoire, le Messerschmitt 262. Alors, il sera utilisé pour faire des tests au début, mais en fait, la production en série se fera avec le moteur jumeau 004. On sait maintenant que ce Messerschmitt 262, si les Allemands avaient pu le sortir un petit peu plus tôt, même 6 mois plus tôt, la guerre aurait pu prendre un tournant complètement différent. Les Anglais et les Américains vont aussi sortir leur avion à réaction très rapidement derrière. Si on revient au moteur à réaction BMW 003, il sera lui utilisé de façon régulière sur un autre avion de chasse sorti en 1945, le Heinkel 162. Vous êtes tous au courant que l'Allemagne a perdu la Deuxième Guerre mondiale. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Et en 1945, l'outil de production BMW est en très mauvais état. Des usines ont été bombardées, d'autres ont été nationalisées par les soviétiques, et les dernières restantes ont été pillées par les Alliés au titre de réparation de guerre. Ce qui fait qu'en fait, BMW ne peut plus produire grand-chose. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Et Flaps, qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien, que veux-tu faire? Alors BMW fera des vélos,
Maintenant mon vélo. BMW fera des ustensiles de cuisine, comme des casseroles. Et en fait, la première moto sera produite qu'à partir de 1948. De 1952 à 1958, BMW recommencera à faire des voitures, notamment avec le modèle 501 et 502, qui sont des berlines de luxe, embarquant des gros moteurs 600 lignes, voire même des V8. Ce sont des voitures qui vont avoir du mal à produire puisque l'outil de fabrication n'est pas encore bien en place. C'est des voitures qui vont devoir vendre très cher pour essayer d'être rentables, ce qui fait qu'en fait elles ne vont pas se vendre, tout simplement parce qu'elles ne vont pas tenir tête à la concurrence, notamment Mercedes. BMW va s'entêter dans les années 50 à vouloir faire des modèles de luxe, avec notamment la BMW 505, qui est en fait une dérivée de la 502, mais version limousine, avec tous les gadgets possibles, vitres électriques, séparation entre le chauffeur et les passagers, interphone, minibar. Le but là, c'était de proposer une voiture pour le leader de l'époque, le chancelier allemand, Konrad Adenauer. Il n'y aura que 2 exemplaires de produits, et en fait ça ne marchera pas, parce que quand Konrad Adenauer va l'essayer, il prétextera en fait que le toit est trop bas et que ça écrase son chapeau. Et donc il gardera sa Mercedes 300C. Toujours dans les années 50, pour corriger le tir, BMW sortira la BMW 507, qui est un petit coupé sportif avec un V8 en position avant. C'est une propulsion. Franchement, je la trouve magnifique. Elle était faite pour aller sur le marché américain, notamment pour concurrencer les Corvette C1, les Mercedes 300 SL, les Porsche 356. Elle avait tout pour plaire et ils avaient prévu d'en vendre 1000 par an. Et en fait, ils en vendront même pas 250. Bon, donc c'est un échec cuisant. Alors, cette BMW 507, vous pouvez la voir ici. Corvette C1 que vous pouvez voir ici. D'un point de vue mécanique, cette BMW 507 avait un V8 de 3,2 litres en position avant. Elle faisait 165 chevaux et pouvait atteindre 217 km/h, ce qui était à peu près les spécifications d'une Corvette C1 de l'époque. Pour l'anecdote, Elvis Presley achètera une BMW 507 pendant son séjour en Allemagne dans les années 50 pour faire son service militaire. La seule voiture des années 50 qui va aider BMW à sortir un peu la tête de l'eau, c'est la Isetta. Alors la Isetta, c'est une toute petite voiture, très rigolote. C'est en fait un tricycle à moteur caréné. C'est une voiture qui s'adresse à une législation assez particulière puisque vu qu'elle fait moins de 250 ou 300 cm3, elle peut être conduite sans permis à l'époque en Allemagne. Et c'est une voiture qui est pas cher du tout, qui va donc pas mal se vendre, 160 000 exemplaires pour la première version. C'est énorme! Qui est bien en fait pour motoriser l'Allemagne en pleine reconstruction et au début des 30 Glorieuses. Alors, l'Isetta, c'est en fait une petite voiture italienne de la marque Iso. Alors, Iso est connu notamment pour la fameuse Izzo Grifo, mais ça c'est une autre histoire. Et BMW obtiendra la licence pour faire des Isetta. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a qu'une seule porte, c'est toute la face avant qui s'ouvre et ça embarque le volant et la colonne de direction avec pour pouvoir rentrer. Le moteur est tout petit, c'est en fait un monocylindre de moto qui fait 250 à 300 cm3 et qui développe 12 chevaux. À partir de 1957, BMW fera la BMW 600 qui est en fait un dérivé de l'Isetta mais cette fois-ci avec 4 roues. Et elle ne marchera pas bien du tout parce que en fait, pour le même prix, on pouvait trouver une coccinelle qui offrait juste plus d'espace. De 59 à 65, BMW fera la BMW 700 qui est une petite berline abordable avec un petit moteur. Cette BMW 700 marchera bien puisqu'elle se vendra à 180 000 exemplaires. C'est un petit moteur 700 cm3 de 30 chevaux qui permettra d'atteindre la vitesse de 120 km/h. Bon, vous l'avez compris, dans les années 50, BMW va devoir essuyer le fiasco de la 501, de la 502, de la 507. Et c'est pas la pauvre petite Isetta à elle toute seule qui va réussir à redresser la barre. Ce qui fait qu'en fait, financièrement, en 1959, BMW est en très mauvaise santé. BMW est même à 2 doigts de se faire racheter par le concurrent de toujours, Mercedes-Benz. Et c'est Herbert Gant, le fils de Günther Gant, qui s'opposera à cette vente. Clairement, il dira non. Il ne veut pas que BMW devienne une usine de camions. Il mettra beaucoup d'argent pour redevenir l'actionnaire majoritaire de BMW. Au début des années 60, Herbert Gant fera le grand ménage chez BMW. Il va notamment virer la direction.
Tu es viré de chez viré. Il lancera ce qu'on appelle la nouvelle classe, la Neue Klasse. L'idée est d'arrêter tous les modèles qui ne marchent pas, de garder que le modèle qui marche, ici la BMW 700 qui sera produite jusqu'en 65. L'idée surtout c'est de produire des voitures qui en fait ne sont pas dans la gamme BMW parce que jusqu'à maintenant on avait soit des voitures de luxe qui ne se vendaient pas, soit la petite Isetta qui se vendait bien mais qui était une petite voiture et entre les deux il n'y avait rien. Et l'idée c'est de couvrir justement cet entre-deux et de faire des petites berlines à un prix abordable, sportives et avec beaucoup de caractère. Et donc dans cette optique, en 1962, sort la première voiture de la nouvelle classe, la BMW 1500. Alors 1500 parce qu'elle a un moteur de 1,5 litre, c'est un 4 cylindres en ligne. Et cette voiture se vendra plutôt bien de 62 à 64, elle se vendra 28 000 exemplaires. C'est donc une petite berline compacte de 80 chevaux pour à peu près 1 tonne, ce qui fait qu'elle peut atteindre 150 km/h. Elle a donc un caractère assez vif, assez sportive. Elle est plutôt bien finie, de bonne qualité. Suivra ensuite de 64 à 66 la 1600. Elle a toujours un moteur 1,5 litre, 4 cylindres en ligne. La 1600 pourra atteindre une vitesse de 170 km/h. En 1966, BMW achètera l'entreprise allemande Glas. Cette entreprise fait des machines agricoles et fait aussi des petites voitures, notamment la Goggomobil. Ce qui fait qu'en 1967, BMW va pouvoir produire un modèle rare, mais très joli. C'est un modèle qui n'est pas très connu, il a été vendu qu'à 1250 exemplaires, la 1600 GT. Alors, cette 1600 GT, elle a le style de l'italienne, mais heureusement, elle a la fiabilité de la mécanique allemande. Elle reprend le moteur de la 1600, elle reprend une boîte et un train arrière BMW, un châssis et un train avant Glas, et la carrosserie sera faite par un designer italien. De 63 à 71, la 1800, qui elle a toujours un 4 cylindres en ligne, mais cette fois-ci de 1,8 litre. Elle marchera très bien la 1800, elle se vendra à 330 000 exemplaires. La version de base de la 1800 fait 90 chevaux et peut atteindre une vitesse de 160 km/h. Sera vendue à 20 000 exemplaires environ la version TI, qui elle est un peu plus puissante, elle fait 110 chevaux et peut atteindre une vitesse de 170 km/h. Et pour la compétition, BMW fera la 1800 TI SA, produite à 200 exemplaires. Cette voiture fait 130 chevaux et peut atteindre une vitesse de 200 km/h. De 1968 à 1971, BMW produira la 2800 CS. Alors, c'est la BMW des années 60 avec un moteur 600 lignes. 2800 parce qu'elle fait 2,8 litres de cylindrée et a une puissance de 170 chevaux. Alors, je la cite parce qu'en 1972, c'est la version Alpina de la 2800 qui gagnera les 24 heures du Nürburgring. Alors, vous l'avez compris, les années 60 sont des années fastes pour BMW. Cette nouvelle classe porte ses fruits. Les voitures se vendent bien, ce sont majoritairement des petites berlines compactes à caractère sportif. Elles se vendent même très bien. BMW refait des bénéfices dès 1965. Et pour le remercier, les employés de BMW offriront à Herbert Gant la seule version cabriolet de la BMW 3200 CS, qui était un coupé sportif avec un V8. Merci patron. Merci patron. D'un point de vue personnel, Herbert Gant en 1960 se mariera avec Johanna, qui était en fait sa secrétaire et qui est quand même 27 ans plus jeune que lui. Il perdra son frère en 67, Harald, qui mourra dans un accident d'avion. En 1966 sortira la BMW 2000. Alors, entre 66 et 72, il se vendra 330 000 exemplaires de la BMW 2000. C'est aussi un carton plein d'un point de vue commercial. C'est l'or. Il est l'or. Alors 2000 parce qu'elle embarque un 4 cylindres en ligne de 2 litres. C'est une voiture qui fait 120 chevaux et qui peut atteindre 170 km/h. Il y aura notamment la version TI. C'est en 1966 que Hubert Hein et Jackie X gagneront les 24 heures de Spa au volant d'une BMW 2000. En 1968, BMW rentre dans la légende et confirme son succès commercial avec la BMW 2002. Cette BMW 2002 se vendra à 340 000 exemplaires. C'est encore un carton plein.
Alors le modèle de base, il fait 100 chevaux, mais très vite sortira différentes versions, notamment de 68 à 71 la version TI, à double carburateur qui se vendra à environ 16 000 exemplaires. Cette version fait 120 chevaux. De 71 à 75, BMW produira la 2002 TII avec un système d'injection mécanique. Elle se vendra à près de 40 000 exemplaires. Elle fait 130 chevaux et peut atteindre 185 km/h. De 73 à 75, BMW produira la légendaire, la sulfureuse 2002 Turbo. C'est la première BMW avec un turbo. Cette voiture fera 170 chevaux, peut atteindre 212 km/h. Elle fait quand même 240 Nm de couple. Elle sera produite qu'à environ 1700 exemplaires, ce qui en fait une voiture rare et très recherchée des collectionneurs. Vous pouvez la voir notamment au début du film Dick et Nick. Allez, une petite anecdote amusante sur la 2002 Turbo. Vous voyez cette image, 2002 Turbo, c'est écrit à l'envers. Ça veut dire qu'il y a des mecs au bureau d'études de BM, ils se sont dit, quand on sera sur la autobahn à 180, prêt à doubler un pauvre gars qui n'a rien demandé, qui va se faire atomiser, on va pouvoir lui faire des appels de phare, comme tout bon BMiste. Et donc, il regardera dans son rétroviseur, et dans le rétroviseur, qu'est-ce qu'il verra? Il verra écrit 2002 Turbo, écrit à l'endroit. Et il saura tout de suite à qui il a affaire. Bernard, c'est qui le patron? Le 2002 là, pourquoi tu l'as collé à l'envers? Mais comme ça, quand t'es dans le cul de quelqu'un, tu vois. Le gars, il va directement dans son rétro qu'il a pas fait la japonaise. Il voit 2002 Turbo et il se range bien sagement sur le côté, tu vois. Ça, c'est la classe, hein? Il faut aussi noter la version alpine de la 2002 qui a des caractéristiques techniques assez proches de la 2002 Turbo, puisqu'elle fera 165 chevaux et atteint une vitesse de 210 km/h. Alors d'un point de vue compétition, cette 2002, elle est quand même assez remarquable. Elle gagnera notamment en 1970 et 71 les 24 heures du Nürburgring. Et en 1971, la 2002 TI sera championne d'Europe des rallyes. Au début des années 70, BMW se porte très bien financièrement. Les années 60 ont été très fastes grâce à la nouvelle classe. Et donc en 1972 est construit le nouveau siège social de BMW, cette fameuse tour à 4 tours en fait collées. Et ce siège social est construit sur en fait l'ancien champ qui servait d'usine à Monsieur Rapp et à Monsieur Otto. La forme de cette tour est assez particulière en fait, elle reprend la forme d'un moteur 4 cylindres. C'est un hommage en fait à un moteur historique BMW. De 1971 à 1975, BMW sortira la BMW 3 CS pour remplacer la 2800. C'est une voiture avec un 6 cylindres en ligne 3 litres de 180 chevaux. Très vite suivra la version CSI, I pour injection. C'est une voiture qui fera 200 chevaux qui pourra atteindre 220 km/h. La version la plus célèbre de la BMW 3, c'est la 3 CSL, L pour léger. Cette voiture sera développée sous la direction d'Alpina. Elle sera plus légère de 200 kg de la version classique. Pour la légère, on utilisera des vitres en plexiglas, des portes et un capot en aluminium. Cette voiture est homologuée pour la route, mais elle sera vendue en nombre juste suffisant pour pouvoir participer aux courses de voitures de tourisme. Alors on la surnomme aussi la Batmobile parce qu'elle a un kit carrosserie aérodynamique assez provocant, notamment l'aileron arrière qui lui n'était pas homologué, ce qui fait que quand vous achetiez cette voiture, l'aileron arrière était démonté et rangé dans le coffre pour qu'elle puisse être homologuée. Après, l'acheteur faisait ce qu'il voulait l'aileron. C'est vous qui voyez, il y en a qui ont essayé. Alors, le moteur de la 3 CSL, c'est toujours un 6 en ligne 3 litres de 200 chevaux. Elle peut atteindre 220 km/h et elle fait le 0 à 100 en 6 secondes 9. En 1973, c'est un certain Niki Lauda qui gagnera les 24 heures du Nürburgring au volant d'une 3 CSL. En 1973, la BMW 3 CSL remportera aussi le championnat d'Europe des voitures de tourisme, qu'elle remportera aussi en 75, 76, 77, 78 et 79. Dès 1974 arriveront des versions purement pour la course, avec des moteurs gonflés à plus de 400 chevaux, des voitures qui peuvent atteindre 270 km/h. Vous voyez par exemple, sur cette photo, on voit une version course. Le monsieur à côté avec la barbe et le polo jaune, c'est Henri Pescarolo.
En 1975, c'est sur une BMW 3 CSL que sera faite la première BMW Art Car, peinte par Alexander Calder, et cette voiture participera aux 24 heures du Mans. En 1972 sera créée la division M pour Motorsport de BMW, et 1972 verra l'introduction de la nouvelle nomenclature de la gamme BMW, la nomenclature qui a introduit les séries. Alors la nomination par série, avec la toute première série 5, on va essayer de comprendre un petit peu ces chiffres. Alors, prenons par exemple l'exemple de la 528i qui est sortie donc en 72. 500 pour série 5, 28 parce que son moteur c'était un 2,8 litres et i pour injection. Le i de injection plus tard sera généralisé à toutes les voitures essence. Donc vous l'avez compris, le premier chiffre, le chiffre de la centaine, c'est pour la série. 300, la série 3, c'est la petite routière. 500, la série 5, c'est la grande routière. 700, série 7, c'est la berline de luxe. Plus tard apparaîtra la série 1, la série 2, la 4, la 6 et la série 8. Il y a des séries un peu spéciales, par exemple M. Vous avez la voiture M3 qui est en fait la Motorsport de la série 3. Vous avez la M5 qui est la Motorsport de la série 5. Vous avez les séries en Z, la fameuse Z3, Z4 qui sont des petits roadsters sportifs. Vous avez la série en X, le X5, le X3 qui sont en fait les SUV. Et vous avez encore une série un peu spéciale, la série I, par exemple la I3 ou la I8 qui sont des voitures complètement électriques. Les chiffres de la dizaine et des unités correspondent, on a dit, à la cylindrée du moteur, à la taille du moteur. Alors c'est vrai jusqu'à la fin des années 90. Quand vous achetiez une 740i, vous avez bien une série 7 avec le V8 4 litres, i pour injection ou essence. Bon. Passé les années 2000, avec les histoires de downsizing, ces chiffres de la dizaine et de l'unité correspondent plus tout à fait à la cylindrée, mais correspondent en fait à un niveau de puissance dans le moteur. Par exemple, la 740i des années 2010, elle, le 40 correspond en fait à un 600 lignes de 3 litres. Donc vous voyez, d'un V8 4 litres, on est passé à un 600 lignes de 3 litres, mais qui lui est turbo compressé. Alors les lettres qui suivent derrière, on a dit I pour injection, qui plus tard deviendra essence. Vous avez D pour diesel. Vous avez dans la série 7 des versions longues ou limousines, donc c'est le L, par exemple 750IL. Vous avez le X pour 4 roues motrices. Il existait aussi des versions TDS, par exemple 318 TDS pour turbo diesel sport. En fait, la 318 TDS n'était pas du tout sportive. Bon, ok. Vous avez TD pour turbo diesel. Toutes ces appellations maintenant sont réunies sur D pour diesel. Alors dans les années 60, BMW se porte mieux. Et dans les années 70, 80 et en fait jusqu'à maintenant, BMW se porte bien. Une grande partie du succès commercial des années 70 tient dans la série 5. Alors la toute première BMW avec le système de nomination par série, c'est la série 5 E12. Cette E12 sera commercialisée de 72 à 81 et cette première génération se vendra à 720 000 exemplaires. C'est énorme! C'est en fait la grande routière dans la gamme BMW et elle vient pour remplacer la 1500, 1800 et 2000. Vous pouvez la voir dans le film Les Compères. Elle est belle cette voiture. C'est ma folie ça. Elle est neuve, j'ai prise pour la rôder, c'est une BM. Elle est superbe. Господи. En 2023 sortira la 7e génération de série 5, la G60. Et en fait, toute génération confondue, depuis 50 ans, il s'est vendu plus de 10 millions de série 5. C'est énorme! Alors cette série 5, le duo de youtubeurs Villebrequin l'affectionne particulièrement pour faire ses cascades, puisque ce sera une série 5 E39 de 4e génération, donc, qui s'envolera. Et c'est aussi une série 5 E39
qui sera téléguidé pour aller se cracher contre un mur, mais cette fois-ci en version break. En 1973, BMW vend sa 500 millième moto depuis 1923. Toujours pour confirmer le succès commercial de BMW dans les années 70, en 1975 sortira la toute première série 3. Elle sera produite jusqu'en 83. Il s'agit de la E21. Cette première génération de série 3 vient en remplacement de la 2002 et elle marchera très bien commercialement. Dans la gamme, elle se situe comme étant la petite routière. En 2015, la série 3 fête ses 40 ans. Et en fait, toute génération confondue, en 2015, il s'est déjà vendu plus de 10 millions de série 3. En 2018, sort la 7e génération de série 3, il s'agit de la G20. En 1976 et jusqu'en 1989, BMW commercialisera la première série 6, la E24. Il s'agit d'un coupé ou cabriolet. Elle vient en remplacement de la 3 CS. Cette première génération a un succès commercial mitigé puisqu'elle se vendra à 86 000 exemplaires. Néanmoins, cette série 6 gagnera le championnat d'Europe des voitures de tourisme en 1981, 1983 et 1986. En 1989 sera arrêtée la production de cette série 6. Comme elle n'est pas assez rentable, on l'arrête. Je vous demande de vous arrêter. Il faudra attendre 2004 pour voir une nouvelle génération de série 6 apparaître. Cette seconde génération de série 6 s'appelle la E63. En 2017, apparaît la 4e génération de série 6, la G32. Fort de son succès commercial, BMW décide de monter en gamme et en 1977 sort la toute première série 7. Elle sera produite pendant 10 ans jusqu'en 1987. Cette première génération de série 7 s'appelle la E23. Il s'en vendra 285 000 exemplaires, ce qui est plutôt bien pour ce marché de niche de la berline de luxe, voire de la limousine. Cette première génération de série 7 propose l'ABS électronique en option, ce qui est quand même assez rare. En fait, à l'époque, il y a très peu de voitures sur le marché qui le proposent. Il y a la série 7 de chez BMW, et évidemment, il y a le concurrent de toujours, la Mercedes Classe S. Alors, en 1992, un certain Karl Lagerfeld jettera son dévolu sur cette série 7, et il demandera une version complètement customisée par ses soins. Ce sera donc une 750 IL de deuxième génération, la E32, qu'il sera complètement remaniée pour les goûts de Karl Lagerfeld. Je vous laisse juger avec les photos. Bon, c'est d'un goût certain ou d'un certain goût. C'est vous qui voyez. En 1997, Karl Lagerfeld récidivera et jettera à nouveau son dévolu sur la nouvelle série 7, la troisième génération, la E38. Donc ce sera encore une 750 IL qui sera entièrement customisée pour ses goûts. Toujours en 1997, la série 7 fait une apparition remarquée dans le cinéma en apparaissant dans le James Bond Demain ne meurt jamais. Votre nouvelle BMW 750, équipée des subtilités habituelles. Mitrailleuse, fusée... Voyons si elle répond bien à mon doigté circuit. Je crois qu'on est fait l'un pour l'autre. Grandissez un peu 007. Alors quand je vous dis James Bond, évidemment vous pensez Aston Martin, mais en fait le James Bond des années 90 est très porté sur les BMW. Donc dans Demain ne meurt jamais, il y a la série 7, mais il y a aussi une moto BMW, la R1200 Cruiser. Les méchants ont des Land Rover, et ce n'est pas un hasard parce que à l'époque, Land Rover appartient à BMW, mais la marque n'est pas du tout rentable et coûte très cher à BMW. En 2022 sort la 7e génération de série 7, la G70. Alors à la fin des années 70, BMW se porte très bien financièrement, à tel point que l'image que dégage BMW va attirer les convoitises. Et Johanna, la femme de Herbert Gant,
subira une tentative de kidnapping qui échouera in extremis grâce à l'intervention de la police. Néanmoins, à la fin des années 70, ce genre de phénomène est à la mode. Souvenez-vous, en France, c'est Mézerine et sa bande qui, en 79, vont kidnapper Henri Lelièvre. Alors, la famille Lelièvre est une famille sartoise qui a fait fortune dans l'immobilier. Et Henri Lelièvre sera retenu captif pendant 1 mois et sera libéré contre une rançon de 6 millions de francs. Avec la rançon, Jacques Mézerine s'offrira une BMW 528i. Et c'est à bord de sa 528i, la même année, donc en 79, qu'il sera abattu par la police. Je ne peux pas parler de BMW sans parler de la BMW M1, qui sera produite entre 78 et 81. Cette BMW porte aussi le nom de E26. Alors, cette BMW M1 est basée sur le concept de BMW Turbo, qui est un concept qui date de 1971 et qui a été co-développé avec Lamborghini. Cette BMW Turbo de 1971 reprend le moteur 4 cylindres en ligne de la 2002 Turbo. Alors le but de cette BMW M1, c'était de pouvoir rivaliser en groupe 4 contre les Porsche 911 Turbo, les Ferrari 512 et les De Tomaso Pantera. Cette M1 sera produite en très petits exemplaires. Cette M1 est la première voiture officiellement produite par la division Motorsport. Alors cette M1, elle est taillée pour la course, elle a un châssis tubulaire, elle a des panneaux en composite, elle a un moteur en centrale arrière, une répartition des masses parfaite, des voies larges, des suspensions triangulées réglables. La version faite pour le groupe 4 pourra atteindre le 0 à 100 en 4 secondes 5 et atteindra une vitesse de 310 km/h. La version pour le groupe 5 aura un turbo et développera 850 chevaux. En 1983, la BMW M1 sera même inscrite au groupe B. Bon, elle ne fera pas des étincelles, elle n'aura pas un palmarès exceptionnel. There's also the stunning 400 horsepower BMW M1, the most powerful rally car in the world. Alors cette BMW M1 produite de 78 à 81 sera un échec commercial parce qu'en fait elle est vendue très cher. Alors d'accord, elle est exceptionnelle, performante, mais elle est vendue très cher. C'est en fait la voiture de la production allemande la plus chère du début des années 80. Néanmoins, elle se fera quand même connaître parce que BMW créera des courses exprès pour la BMW M1 Procar, qui sont en fait des petites courses qui viennent juste avant l'ouverture d'un Grand Prix de Formule 1, un peu comme une première partie pour un concert. Et pendant ces courses, BMW engagera des pilotes célèbres, Andretti, Hunt, Lauda, Laffite. Alors les années 80 confirment le succès commercial des séries 3 et des séries 5, ce qui pourra un peu éponger l'échec de la M1, et on verra plus tard de la série 8. Néanmoins, d'un point de vue personnel, en 82, Herbert Gant va décéder. C'est donc sa femme, Johanna Gant, qui reprend les rênes de BMW. Il s'avère en fait que Johanna est une fine gestionnaire. Elle fera de très bons placements, notamment sur des entreprises qui font les cartes à puce pour les cartes bancaires et les cartes magnétiques. Au début des années 80, les affaires de BMW marchent tellement bien qu'une usine sera ouverte aux États-Unis. BMW s'engagera aussi dans la compétition et de 82 à 87, elle fournira des moteurs pour l'écurie de F1 Brabham. En 83, Brabham sera même champion du monde de F1 avec le pilote Nelson Piquet. De 1988 à 1991, BMW sortira la première BMW de la série Z, la Z1. Z comme Zukunft, qui veut dire futur. Et c'est tout à fait le but de cette Z1, c'est de faire une vitrine technologique du savoir-faire de BMW. Elle aura un châssis exceptionnel en composite, l'ABS, il y a un tas de technologies en avance pour son époque. Alors elle sera vendue très cher, ce sera plutôt un échec commercial, elle sera vendue à 8000 exemplaires.
De 1995 à 2002 sera vendu un autre roadster sportif, la Z3, qui elle rencontrera un succès commercial immense puisqu'elle sera vendue à 300 000 exemplaires. Cette Z3 est produite aux États-Unis, vous pouvez l'avoir en cabriolet ou en coupé. Moi personnellement en coupé je la trouve magnifique. Et l'année de sa sortie, donc en 1995, vous pouviez voir la Z3 dans le film James Bond GoldenEye. Je vous le disais, dans les années 90, James Bond est très porté sur les BMW. Bonjour Q. Désolé pour votre membre. Accident de ski? De chasse. Bien, maintenant, concentrez-vous, 007. Primo, votre nouvelle voiture. BMW du coup de rein, boîte à 5 vitesses, radar omnidirectionnel. Un système pour s'autodétruire. Et cela va de soi, tous les raffinements habituels. Entre autres, ceci que je suis particulièrement fier d'exhiber. Masqué derrière les phares, des missiles Stinger. Excellent. Tout à fait ce qu'il faut pour se détendre après une rude journée de bureau. Est-il nécessaire que je vous rappelle, 007, que vous avez l'autorisation de tuer et non de prendre l'autoroute en sens inverse? Je ne m'y risquerai pas. Encore heureux. Les voitures, les avions, dès que ça bouge, tu fantasmes, toi. Dernier détail. N'appuie sur aucun des boutons de cette voiture. De 2000 à 2003 serait commercialisé un autre roadster sportif, la Z8. Alors la Z8 en fait a beaucoup de points communs avec la voiture dont elle fait hommage, la 507 des années 50. Les deux seront un échec commercial puisque la Z8 sera vendue qu'à 5700 exemplaires et les deux ont un V8. Alors le V8 de la Z8 c'est un 32 soupapes, donc 2 soupapes d'admission et 2 soupapes d'échappement par cylindre. Il fait 400 chevaux et développe un couple de 520 Nm. Cette Z8 commence sa commercialisation en 2000, néanmoins vous pouvez la voir dans le film Le Monde ne suffit pas en 99 et pour le film, comme la voiture n'était pas encore commercialisée, ils ont utilisé en fait un châssis de copie d'AC Cobra qu'ils ont carrossé avec une coque Z8. Va être très en colère. En 2002, la Z3 sera remplacée par la Z4, première génération, la E85, jusqu'en fait en 2008. Alors cette E85 se vendra bien les 2 premières années à 100 000 exemplaires, puis après elle se vendra moins bien. La deuxième génération de Z4, la E89, sera vendue de 2009 à 2016. Et à partir de 2018, la troisième génération de Z4 apparaît, c'est la G29. De 89 à 99, BMW commercialisera la première série 8, la E31. C'est un coupé grand tourisme. Alors c'est une voiture qui a une allure sportive, qui est un moteur sportif, c'est un V8 32 soupapes ou un V12 24 soupapes.
Néanmoins, ce sera un échec commercial puisqu'en 10 ans, elle se vendra qu'à 30 000 exemplaires. Qu'est-ce qui explique cet échec commercial? Eh bien en fait, les performances sont un peu décevantes par rapport au prix que les clients vont devoir mettre dans cette voiture. Elle ne tient pas la concurrence, tout simplement. Et en 99, la production sera arrêtée parce qu'elle est juste pas rentable. Je vous demande de vous arrêter. Il faudra attendre 2018, donc presque 20 ans, pour que la deuxième génération de série 8 sorte. Ce sera la G14, G15. De 1993 à 1998, BMW fournira les moteurs pour la McLaren F1. Alors cette McLaren F1, c'est une supercar produite à 106 exemplaires. Et son moteur, c'est un V12 de 6 litres 1 atmosphérique qui développe 675 chevaux et 651 Nm de couple. Cette McLaren F1 a été conçue par une équipe de 30 ingénieurs. L'ingénieur en chef, c'est Gordon Murray. C'est un ingénieur célèbre pour avoir fait les voitures de course aspirateurs, notamment en 1978, la Formule 1 Brabham aspirateur. En 1998, la McLaren F1 est la voiture de série la plus rapide du monde avec un record à 391 km/h. It will not go any more than 391. Ce record sera battu en 2005 par la Koenigsegg et ensuite par la Bugatti Veyron. Néanmoins, la McLaren F1 détient toujours le record de la voiture atmosphérique la plus rapide du monde. Alors cette McLaren F1 a quelques petites particularités techniques. Notamment, elle a 3 sièges frontales et le pilote est au milieu. Le moteur est en position centrale arrière et tout le compartiment moteur est isolé par un film en or. Pour lui donner un caractère utilisable au quotidien, genre vous pouvez faire vos courses en McLaren F1, il y a un petit coffre à l'avant. Le châssis est en carbone, ça reste une voiture exceptionnelle. En 1995, c'est une McLaren F1 GTR qui gagnera les 24 heures du Mans. À son volant, il y aura notamment Yannick Dalmas. And this year has seen a new car, the McLaren GTR, the racing version of the McLaren F1, the fastest and most expensive sports car in the world. They're side by side as they accelerate now up to maximum speed, the fastest part of the circuit. They're side by side, absolutely side by side. And away with no problem. G'day McLaren rejoins the race. Up the line now. And a cheer for the winning driver, Yannick Dalmas. An enormous reception. En 1996, c'est Jacques Lafitte qui fera les 24 heures du Mans. Néanmoins, il n'y aura pas de victoire. Alors dans les années 90, BMW continue à bien se porter et en 1994, elle va acheter les marques Land Rover, Mini, Triumph pour 1,2 million de dollars. Alors cette opération est un demi-échec puisqu'en fait en 1999, Land Rover n'est toujours pas rentable et coûtera 1 million de dollars par an à BMW. Néanmoins, en achetant Land Rover, BMW va pouvoir monter en expérience sur les SUV, ce qui lui permettra en 1999 de sortir la BMW X5, la première série X, c'est en fait la E53. Cette BMW X5 sera un vrai succès commercial. Actuellement encore, une BMW sur 2 qui est vendue est un SUV. Revenons à la première génération de X5, donc la E53. Elle a été développée sur la base de la série 5 E39, celle que Villebrequin fait voler. Cette X5 E53 emprunte beaucoup de pièces au Land Rover de l'époque, le L322. En 2000, BMW revendra Land Rover
à un groupe qui en gros est représenté par Ford pour 3 millions d'euros. Cette vente sera compliquée. Néanmoins, elle gardera Mini et Triumph, puisque ce sont des marques rentables. Et en 2001, sortira la première Mini BMW, qui n'a plus rien à voir avec une Mini. En 1997, Johanna Gant décide de prendre sa retraite et passe la main à ses enfants, Suzanne et Stéphane, qui sont encore actionnaires majoritaires de BMW actuellement. En 1998, se passe une histoire assez rocambolesque. Rolls-Royce et Bentley sont à vendre. Et comme BMW fournit déjà des moteurs à Rolls-Royce depuis quelques années, eh bien BMW est pressenti comme étant le favori pour acheter le conglomérat Bentley Rolls-Royce Automobile. Alors Rolls-Royce Aviation n'est pas à vendre. Rolls-Royce Aviation produit des moteurs d'avion depuis 1910 environ et en produit toujours actuellement. Donc du coup, en 1998, BMW fait une offre à 340 millions de livres pour racheter Bentley et Rolls-Royce Automobile. L'offre est acceptée, l'affaire est quasiment conclue. Un mois plus tard va arriver Volkswagen qui fera une offre plus élevée à 430 millions de livres sterling. Ça en fait des livres. Et donc du coup, cette offre plus élevée sera acceptée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Volkswagen, à l'époque, il rachète un tas de trucs. Audi, Seat, Skoda. Pendant la même période, pendant que Volkswagen rachète Bentley et Rolls-Royce, BMW ne va pas se laisser faire. Ils vont aller voir Rolls-Royce Aviation et vont racheter les droits sur le logo et le nom Rolls-Royce. Du coup, Volkswagen, qui est propriétaire de Rolls-Royce Automobile, peut faire des voitures Rolls-Royce, mais n'a pas le droit de mettre le logo et le nom Rolls-Royce sur ses voitures. Évidemment, BMW va menacer de ne plus fournir de moteurs à Rolls-Royce nouvellement achetés par Volkswagen. Il va se déclencher une réelle guerre entre les deux patrons de Volkswagen et BMW, Ferdinand Pirch et Bernd Pichowstrieder. Alors jusqu'à la fin 2022, Volkswagen va produire des Rolls-Royce sous licence BMW et en 2023 un accord sera trouvé. Volkswagen va revendre Rolls-Royce Automobile à BMW pour 400 millions de livres sterling, prix d'amis, et gardera Bentley. En 2003, BMW va pouvoir produire enfin ses premières Rolls-Royce, ce sera la Rolls-Royce Phantom. Et toujours en 2003, BMW va déplacer l'usine anglaise de Rolls-Royce, toujours en Angleterre, mais cette fois-ci à côté du circuit de Goodwood. En 2022, Rolls-Royce se porte toujours bien, puisqu'elle aura vendu 6000 véhicules, ce qui est très bien pour ce marché de niche. En 1999, BMW participera aux 24 heures du Mans, et sera même victorieux, avec la BMW V12 LMR, qui est notamment conduite par Yannick Dalmas. Alors dans ces années, ce sont les constructeurs allemands qui dominent complètement cette course, puisque les 3 années d'avant, ce sera Porsche, et après 1999, ce sera l'ère Audi pendant 5 ou 6 ans. Pour rester dans la compétition, de 2000 à 2005, BMW fournira des moteurs pour l'écurie de F1 Williams, et fin 2005, BMW achètera l'écurie Sauber F1. En 2006, sera créée donc l'écurie BMW Sauber F1. En 2006, BMW se classera 5e du championnat des constructeurs de F1. Les moteurs V8 seront usinés par Mecachrome. En 2007, elle se classera 2e au championnat des constructeurs, ce qui est pas mal. Et en 2007, le pilote Sébastien Vettel fera ses débuts avec BMW. Il remplacera Kubica suite à un accident. Alors il faut quand même noter que Sébastien Vettel est devenu 4 fois champion du monde de F1 entre 2010 et 2013 avec l'écurie Red Bull Racing. 2008 sera moins glorieuse pour BMW Sauber F1 puisqu'il n'y aura qu'une seule victoire de Kubica au Grand Prix du Canada. Et en 2009, les résultats sont tellement désastreux qu'il décide de s'arrêter là. Je vous demande de vous arrêter. Alors dans les années 2000, BMW va commercialiser différentes choses. Déjà de 2000 à 2003, ils vont commercialiser le scooter C1. Qu'est-ce que c'est moche! Alors, je ne vais pas en parler plus, franchement, je mets mon joker là-dessus. En 2004 sort la première série 1, la E87, qui est en fait la petite compacte. La 3e génération de série 1 sort en 2019, c'est la F40. En 2007, BMW achètera les motos MV Agusta et Husqvarna Moto. Husqvarna Moto sera revendue en 2013. En 2013 sortira la première série 4, la F32. C'est un coupé ou une cabriolet
qui est en fait basé sur la cabriolet de la série 3. De 2013 à 2022 sera commercialisée la première voiture électrique de BMW. C'est aussi la première de la série I, la i3, qui est une petite citadine 100% électrique. Et en fait, elle se vendra bien en 10 ans, elle se vendra à 250 000 exemplaires. De 2014 à 2020 se vendra la i8, qui est la première voiture hybride de BMW. C'est un coupé sportif qui, je trouve, a des lignes magnifiques. Cette voiture se vendra à environ 20 000 exemplaires. En 2014 sort la première série 2. En fait, il y a deux séries 2. Il y a la F45 qui est en fait un monospace. C'est la première BMW traction avec un moteur diesel 3 cylindres. Alors franchement, un monospace 3 cylindres diesel en traction, est-ce toujours une BMW? Et l'autre série 2, c'est la F22 qui est en fait un coupé dérivé de la série 1. En 2021, BMW et Volkswagen devront payer une amende record. Ils sont accusés de s'être mis d'accord pour ne pas se faire concurrence pour développer des technologies qui pourraient limiter la pollution des moteurs diesel. Alors en fait, ils se sont effectivement mis d'accord, mais aussi avec Mercedes, pour ne pas se faire concurrence et en fait pour ne pas aller développer des programmes très chers pour faire des filtres et des choses pour éviter que les moteurs diesel polluent. Alors Mercedes n'aura pas à payer d'amende parce qu'en fait c'est eux qui ont cafeté à la police. Un scandale! En 2022, BMW est le numéro 1 mondial sur le segment des voitures premium. Il aura vendu 2,4 millions de véhicules. Alors ils sont suivis de près par le concurrent de toujours, Mercedes, qui vendra 50 000 véhicules de moins. En 2024, il est question d'un retour de BMW aux 24 heures du Mans. Voilà, j'espère que cet épisode sur BMW vous a plu. Alors je suis désolé, j'ai pas pu être exhaustif. Il manque sûrement quelques modèles. Néanmoins, j'espère que vous avez pris du plaisir. Et n'hésitez pas à partager vos commentaires, vos remarques. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. La BM, oh la BM, ça voulait dire, c'est quand même mieux. La BM, oh la BM, je la sortais